Bien, bonjour et bienvenue à tous. Alors, il serait évidemment d'usage et de mise que je commence aujourd'hui par vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année qui débute. Alors, bonne année, surtout bonne santé à chacun et chacune de vous. Je tremble tous les jours d'attraper la grippe comme tous les gens qui m'entourent, donc ne vous étonnez pas si un jour je ne suis plus là. Hein. Mais à dire la vérité, je pense que vous partagez avec moi une certaine lassitude, une lassitude grandissante à trouver des causes de se réjouir. Depuis que la pandémie de Covid-19 s'est abattue sur nous, il y a maintenant 3 ans, on se souvient que cette pandémie est partie de Chine, de la ville de Wuhan, où des lanceurs d'alerte, comme le jeune docteur Li Wenliang, ont été immédiatement sommés de se taire. Et certains de ces médecins, comme le docteur Li Wenliang lui-même, sont morts du Covid peu de temps après. Or, que voyons-nous aujourd'hui depuis que les dirigeants chinois, pour ne pas dire le seul et unique grand leader, ont décidé, au lendemain du 20e congrès du parti, qui a conforté ce grand leader dans sa suprématie ad vitam aeternam, et en semblant prendre prétexte des brèves manifestations de fin novembre qui ont été immédiatement réprimées contre les restrictions sanitaires. Donc, ces dirigeants ont décidé, comme vous le savez, de lever brusquement, du jour au lendemain, ces restrictions en laissant la population se débrouiller par elle-même. Maintenant, le slogan, c'est devant la pandémie, chacun a sa responsabilité. Avec les conséquences que nous observons en ce moment. Donc, un véritable tsunami, c'est un terme qui a été utilisé par des observateurs extérieurs, un tsunami de contamination dans les grandes villes chinoises, en attendant que le virus gagne les campagnes, à l'occasion des rassemblements familiaux du Nouvel An chinois, c'est-à-dire dans une quinzaine de jours. Nous voyons des hôpitaux submergés et déjà des décès en masse que les crématoriums n'arrivent même plus à absorber. Donc nous avons l'impression, au fond, de revivre le cauchemar d'il y a 3 ans, mais en pire. Alors, je m'en excuse par avance, mais le cours d'aujourd'hui sera en grande partie sous le signe des pires fléaux destructeurs de civilisation, de cette civilisation qui fait l'objet de nos préoccupations, et on pourrait intituler le cours d'aujourd'hui « Guerre et peste ». Alors, vous vous souviendrez peut-être que lors de notre dernière séance, avant les fêtes, nous parlions du piège de Thucydide, image qui a fait florès dans le sillage de la théorie du choc des civilisations, formulée par le politologue américain de Harvard, Samuel Huntington, il y a 30 ans. Alors, le piège de Thucydide, donc en anglais Thucydides' Trap, est l'image d'un choc encore plus frontal formulé par un autre politologue américain de Harvard, Graham Allison, et développé dans un best-seller de 2017. Alors, c'était encore sous la présidence de Donald Trump et avant la pandémie. Alors, Allison a développé sa thèse du piège de Thucydide dans ce livre Destined for War, Can America and China
Escape the Thucydides Trap, donc traduit en français par Vers la guerre, l'Amérique et la Chine dans le piège de Thucydide avec un point d'interrogation, et donc qui a été résumé donc par ce dessin que nous voyions la dernière fois. Alors, le résumé de cet ouvrage le présente dans des termes chocs qui constituent certes un argument de vente, entre autres, mais des termes qui sont assez représentatifs de la rhétorique musclée des analystes et des think tanks américains et qui a été depuis lors largement imitée et aussi largement surpassée par leurs homologues chinois. Alors, le résumé nous dit ceci. Oui, là, les appels du Père Noël, c'est fini. Bon. Donc, China and the United States are heading toward a war neither wants. C'est-à-dire, donc, la Chine et les États-Unis sont en train de se diriger vers une guerre que aucune des deux parties ne veut. Ensuite, l'argument continue en disant la raison en est le piège de Thucydide, un schéma mortel, létal de tension structurelle qui advient quand une puissance montante défie une puissance au pouvoir. Donc ici, il est fait allusion à Athènes défiant Sparte au 5e siècle avant l'ère chrétienne, il y a 2500 ans, et c'est une situation qui est reportée sur l'actualité, c'est-à-dire la Chine défiant les États-Unis aujourd'hui. Alors, ce phénomène est aussi vieux que l'histoire elle-même. À propos de la guerre du Péloponnèse qui a dévasté la Grèce antique, l'historien Thucydide explique que c'est la montée en puissance d'Athènes et la crainte que cette montée en puissance a instillée à Sparte qui a rendu la guerre inévitable. Fin de citation de Thucydide. Et donc, au cours des 500 dernières années, ces circonstances se sont produites 16 fois, selon Allison. Et sur ces 16 fois, la guerre a éclaté dans 12 des cas. Alors, aujourd'hui, nous avons donc une Chine unstoppable China, donc une Chine inarrêtable, qui se rapproche d'une immovable America, d'une Amérique inamovible, et aussi bien Xi Jinping que Donald Trump promettent de make their countries great again. Ça, c'est le grand slogan de Trump, hein, make America great again, donc de faire de leur pays de grandes puissances de nouveau. Et donc, le 17e cas, hein, puisque Allison vient d'en recenser 16 depuis les 500 dernières années, le 17e cas apparaît de manière extrêmement lugubre. Alors, à moins que la Chine soit disposée à réduire ses ambitions, ou à moins que Washington accepte de devenir numéro 2 dans le Pacifique, n'importe quel événement, donc un conflit commercial, une cyberattaque ou un accident maritime peut très vite escalader, enfin de donner dans l'escalade jusqu'à une guerre ouverte. Et donc, dans ce livre, le politologue Graham Allison explique que
en fait, ce piège de Thucydide, c'est la meilleure façon d'envisager et de comprendre les relations entre la Chine et les États-Unis dans ce début du XXIe siècle. Et à travers des parallèles historiques tout à fait troublants et des scénarios de guerre, il montre à quel point nous sommes proches du unthinkable, de l'impensable. Et pourtant, en même temps, il souligne que la guerre n'est pas inévitable. Donc, ce faisant, Allison montre que des puissances en conflit ont réussi à préserver la paix dans le passé, et il montre aussi quelles mesures pénibles les États-Unis et la Chine vont devoir prendre pour éviter le désastre complet aujourd'hui. Donc là, nous avons un livre choc qui est assez pessimiste et qui est tout à fait dans le sillage du choc des civilisations de Huntington. Mais en fait, quand nous regardons ce qu'est le désastre aujourd'hui, c'est précisément ce que nous voyons se passer dans le monde actuel. À commencer par la guerre à nos portes en Ukraine et la pandémie qui continue en Chine. Et ces deux événements trouvent un écho tout à fait troublant, précisément dans l'histoire de la guerre du Péloponnèse de Thucydide. Alors, juste histoire de nous replonger dans nos études de grec, qui datent d'il y a un certain temps dans mon cas, je vous relis l'introduction de Thucydide dans la traduction de 1937 de Jean Voilquin. Nous sommes au livre 1, paragraphe 23. Le plus important parmi les événements qui précèdent fut la guerre contre les Mèdes, c'est-à-dire contre les armées de Xerxès. Elle eut néanmoins une solution rapide en 2 combats sur mer et 2 combats sur terre. Mais la longueur de la présente guerre, c'est-à-dire la guerre du Péloponnèse, fut considérable. Au cours de cette guerre, des malheurs fondirent sur la Grèce en une proportion jusque-là inconnue. Jamais tant de villes ne furent prises et détruites, les unes par les barbares, les autres par les Grecs, même en lutte les uns contre les autres. Quelques-unes furent prises et changèrent d'habitants. Jamais tant de gens ne furent exilés, jamais tant de meurtres, les uns causés par la guerre, les autres par les révolutions. Des malheurs dont on faisait le récit, mais qui n'étaient que bien rarement confirmés par les faits, devinrent croyables. Des tremblements de terre qui ravagèrent la plus grande partie de la terre et les plus violents qu'on eût vus. Des éclipses de soleil plus nombreuses que celles qu'on aurait enregistrées jusque-là. Parfois des sécheresses terribles, et par suite aussi des famines, et surtout cette terrible peste qui atteignit et fit périr une partie des Grecs. Tous ces maux, en même temps que la guerre, fondirent à la fois sur la Grèce. Elle commença quand Athéniens et Péloponnésiens rompirent la trêve de 30 ans qu'ils avaient conclue après la prise de l'Eubée. J'ai commencé par écrire, c'est Thucydide qui parle, donc j'ai commencé par écrire les causes de cette rupture et les différends qui la menèrent pour qu'un jour on ne se demande pas d'où provint une pareille guerre. Donc Thucydide écrit pour l'avenir. Bon. La cause véritable, mais non avouée, en fut, à mon avis, la puissance à laquelle les Athéniens étaient parvenus et la crainte qu'ils inspiraient aux Lacédémoniens, c'est-à-dire aux habitants de Sparte, qui contraignirent ceux-ci à la guerre. Donc ça, c'est la fameuse phrase reprise par Graham Allison. Donc nous avons ici quelque chose qui a été écrit au 5e siècle avant l'ère chrétienne et qui sonne d'une actualité absolument brûlante,
comme si l'humanité n'avait rien appris depuis tout ce temps. Alors maintenant, je voudrais vous lire, pas in extenso, mais enfin, disons, les passages principaux de deux passages de cette histoire de la guerre du Péloponnèse qui sont en contraste complet. Vous avez d'abord au livre 2, ça commence au chapitre, au paragraphe 35, l'oraison funèbre prononcée par Périclès dans l'hiver de l'an 431 avant notre ère, en hommage aux premiers guerriers d'Athènes morts à la guerre. Et comme nous allons nous en souvenir, cette oraison sonne plus comme un éloge de la supériorité d'Athènes sur ses voisins, en particulier Sparte et ses alliés. Donc on va voir que nous avons ici un magnifique morceau d'anthologie et de bravoure, au fond une sorte de discours de propagande avant la lettre, que je ne résiste pas à l'envie de relire avec vous, et vous verrez plus tard pourquoi. Parce que, en fait, c'est quelque chose qui est en contraste complet avec ce qui suit immédiatement. Alors, cette oraison commence de cette façon. Je commencerai donc par nos aïeux, car il est juste et équitable, dans de telles circonstances, de leur faire l'hommage d'un souvenir. Cette contrée que sans interruption ont habité des gens de même race est passée de main en main jusqu'à ce jour en sauvegardant, grâce à leur valeur, sa liberté. Ils méritent des éloges, mais nos pères en méritent davantage encore. À l'héritage qu'ils avaient reçu, ils ont ajouté et nous ont légué au prix de 1000 labeurs la puissance que nous possédons. Nous l'avons accrue, nous qui vivons encore et qui sommes parvenus à la pleine maturité. C'est nous qui avons mis la cité en état de se suffire à elle-même en tout dans la guerre comme dans la paix. Alors, vous entendez bien sûr un discours sur Athènes, mais transposé sur la Chine actuelle. Les exploits guerriers qui nous ont permis d'acquérir ces avantages, l'ardeur avec laquelle nous-mêmes ou nos pères nous avons repoussé les attaques des barbares ou des Grecs, je ne veux pas m'y attarder. Vous les connaissez tous aussi, je les passerai sous silence. Mais la formation qui nous a permis d'arriver à ce résultat, la nature des institutions politiques et des mœurs qui nous ont valu ces avantages, voilà ce que je vous montrerai d'abord. Je continuerai par l'éloge de nos morts, car j'estime que, dans les circonstances présentes, un pareil sujet est d'actualité et que la foule entière des citoyens et des étrangers peut en tirer un grand profit. Notre constitution politique n'a rien à envier aux lois qui régissent nos voisins. Alors quand il dit voisins, il nomme personne, mais on comprend bien qu'il s'agit de Sparte. Loin d'imiter les autres, nous donnons l'exemple à suivre. Du fait que l'État chez nous est administré dans l'intérêt de la masse et non d'une minorité, notre régime a pris le nom de démocratie. En ce qui concerne les différents particuliers, l'égalité est assurée à tous par les lois. Mais en ce qui concerne la participation à la vie publique, chacun obtient la considération en raison de son mérite. Et la classe à laquelle il appartient importe moins que sa valeur personnelle. Enfin, nul n'est gêné par la pauvreté et par l'obscurité de sa condition sociale s'il peut rendre des services à la cité. La liberté est notre règle dans le gouvernement de la République et dans nos relations quotidiennes, la suspicion n'a aucune place. Nous ne nous irritons pas contre le voisin s'il agit à sa tête. Enfin, nous n'usons pas de ces humiliations qui, pour n'entraîner aucune perte matérielle, n'en sont pas moins douloureuses par le spectacle qu'elles donnent. La contrainte n'intervient pas dans nos relations particulières. Une crainte salutaire nous retient de transgresser les lois de la République. Nous obéissons toujours aux magistrats et aux lois, et parmi celles-ci, surtout à celles qui assurent la défense des opprimés et qui, tout en n'étant pas codifiées,
impriment à celui qui les viole un mépris universel. Donc là, évidemment, tout ça c'est pour dire, nous autres Athéniens, nous ne faisons pas comme nos voisins de Sparte. En outre, pour dissiper tant de fatigue, nous avons ménagé à l'âme des délassements fort nombreux. Nous avons institué des jeux et des fêtes qui se succèdent d'un bout de l'année à l'autre, de merveilleux divertissements particuliers dont l'agrément journalier bannit la tristesse. L'importance de la cité y fait affluer toutes les ressources de la terre et nous jouissons aussi bien des productions de l'univers que de celles de notre pays. Donc Athènes, un centre de culture et cœur de la civilisation. En ce qui concerne la guerre, voici en quoi nous différons de nos adversaires. Notre ville est ouverte à tous. Jamais nous nuisons de xénophobie pour écarter qui que ce soit d'une connaissance ou d'un spectacle dont la révélation pourrait être profitable à nos ennemis. Nous fondons moins notre confiance sur les préparatifs et les ruses de guerre que sur notre propre courage au moment de l'action. En matière d'éducation, d'autres peuples, entendez Sparte évidemment, par un entraînement pénible, accoutument les enfants dès le tout jeune âge au courage viril. Ça, c'est l'image, on pourrait dire, stéréotypée du Spartiate. Mais nous, malgré notre genre de vie sans contrainte, nous affrontons avec autant de bravoure qu'eux des dangers semblables. Et enfin, nous savons concilier le goût du beau avec la simplicité et le goût des études avec l'énergie. Nous usons de la richesse pour l'action et non pour une vaine parade en paroles. Chez nous, il n'est pas honteux d'avouer sa pauvreté. Il est bien davantage de ne pas chercher à l'éviter. Curieusement, Confucius a dit la même chose. Bon. Les mêmes hommes peuvent s'adonner à leurs affaires particulières et à celles de l'État. Les simples artisans peuvent entendre suffisamment les questions de politique. Voici donc en quoi nous nous distinguons. Nous savons à la fois apporter de l'audace et de la réflexion dans nos entreprises. Les autres, l'ignorance les rend hardis, la réflexion indécis. En un mot, je l'affirme, notre cité dans son ensemble est l'école de la Grèce. Et à considérer les individus, le même homme sait plier son corps à toutes les circonstances avec une grâce et une souplesse extraordinaires. Et ce n'est pas là un vain étalage de paroles commandé par les circonstances, mais la vérité même. La puissance que ces qualités nous ont permis d'acquérir vous l'indique. Athènes est la seule cité qui, à l'expérience, se montre supérieure à sa réputation. Elle est la seule qui ne laisse pas de rancune à ses ennemis pour les défaites qu'elle leur inflige, ni de mépris à ses sujets pour l'indignité de leur maître. Cette puissance est affirmée par d'importants témoignages et d'une façon éclatante à nos yeux et à ceux de nos descendants. Ils nous vaudront l'admiration sans que nous ayons besoin des éloges d'un Homère ou d'un autre poète épique capable de séduire momentanément, mais dont les fictions seront contredites par la réalité des faits. Nous avons forcé la terre et la mer entière à devenir accessibles à notre audace. Partout, nous avons laissé des monuments éternels des défaites infligées à nos ennemis et de nos victoires. Telle est la cité dont, avec raison, ces hommes n'ont pas voulu se laisser dépouiller et pour laquelle ils ont péri courageusement dans le combat. Pour sa défense, nos descendants consentiront à tout souffrir. Alors, Périclès poursuit son discours, comme il l'a annoncé, en faisant l'éloge justement de ces guerriers tombés sur le champ d'honneur. Alors, ce qui est tout à fait saisissant, c'est que le paragraphe qui suit immédiatement la fin de son discours, ce discours qui est de bout en bout une sorte d'exercice d'auto-satisfaction, on pourrait dire, la fin de son discours enchaîne directement sur le déclenchement de la peste à Athènes. Telles furent les funérailles, je continue à citer Thucydide, telles furent les funérailles célébrées cet hiver, donc cet hiver de l'année 431. Avec lui finit la première année de la guerre. Dès le début de l'été, les Péloponnésiens et leurs alliés
et leurs alliés, avec les 2/3 de leurs troupes, comme la première fois, envahirent l'Attique. Et ils y campèrent et ravagèrent le pays. Ils n'étaient que depuis quelques jours en Attique quand la maladie se déclara à Athènes. Elle s'était abattue, dit-on, auparavant en plusieurs endroits, notamment à Lemnos. Mais nulle part on ne se rappelait pareil fléau et des victimes si nombreuses. Les médecins étaient impuissants, car ils ignoraient au début la nature de la maladie. De plus, en contact plus étroit avec les malades, ils étaient plus particulièrement atteints. Toute science humaine était inefficace. En vain, on multipliait les supplications dans les temples. En vain, on avait recours aux oracles et à de semblables pratiques. Tout était inutile. Finalement, on y renonça, vaincu par le fléau. Le mal, dit-on, fit son apparition en Éthiopie, au-dessus de l'Égypte. Donc ça n'a pas commencé chez nous. Donc ça nous rappelle quelque chose à propos justement du discours officiel chinois sur le début de la pandémie. Ça ne venait pas de Chine. Donc ici, c'est apparu en Éthiopie, au-dessus de l'Égypte. De là, il descendit en Égypte et en Libye et se répandit sur la majeure partie des territoires du roi. Il se déclara subitement à Athènes et, comme il fit au Pirée ses premières victimes, on colporta le bruit que les Péloponnésiens avaient empoisonné les puits. Donc ça, c'est l'ancêtre des fake news. Bon, bien. Cette année-là, de l'aveu général, la population avait été particulièrement indemne de toute maladie, mais toutes celles qui sévissaient aboutissaient à ce mal. En général, on était atteint sans indice précurseur, subitement, en pleine santé. On éprouvait de violentes chaleurs à la tête, les yeux étaient rouges et enflammés. À l'intérieur, le pharynx et la langue devenaient sanguinolents, la respiration irrégulière, la laine fétide. À ces symptômes succédaient l'éternuement et l'enrouement. Peu de temps après, la douleur gagnait la poitrine, s'accompagnant d'une toux violente. On se demande si ce n'est pas en fait l'ancêtre du Covid, déjà. Enfin, bon. Alors, ce qui aggrava le fléau, ce fut l'affluence des gens de la campagne dans la ville. Ces réfugiés étaient particulièrement touchés. Comme ils n'avaient pas de maison et qu'au fort de l'été, ils vivaient dans des baraques où on étouffait, ils rendaient l'âme au milieu d'une affreuse confusion. Ils mouraient pêle-mêle et les cadavres s'entassaient les uns sur les autres. On les voyait moribonds se rouler au milieu des rues et autour de toutes les fontaines pour s'y désaltérer. Les lieux sacrés où ils campaient étaient pleins de cadavres qu'on n'enlevait pas. La violence du mal était telle qu'on ne savait plus que devenir et que l'on perdait tout respect de ce qui était divin et respectable. Toutes les coutumes auparavant en vigueur pour les sépultures furent bouleversées. On inhumait comme on pouvait. Beaucoup avaient recours à d'inconvenantes sépultures, aussi bien manquait-on des objets nécessaires depuis qu'on avait perdu tant de monde. C'est-à-dire qu'en fait, il ne reste plus assez de vivants pour justement disposer des cadavres. Les uns déposaient leurs morts sur des bûchers qui ne leur appartenaient pas, devançant ceux qui les avaient construits et y mettaient le feu. D'autres, sur un bûcher déjà allumé, jetaient leurs morts par-dessus les autres cadavres et s'enfuyaient. Alors, cette vision d'Apocalypse nous rappelle un petit peu ce que nous voyons actuellement se passer en Chine. Alors, ce qui est tout à fait frappant, c'est ce contraste violent, encore une fois, entre le triomphalisme d'Athènes dans son défi à la puissance de Sparte et la peste qui frappe Athènes dès le début de la guerre. Et ce contraste serait tout à fait de nature à faire réfléchir les puissants de notre monde et tout particulièrement ceux qui dirigent l'Athènes d'aujourd'hui, à savoir la Chine, si l'on en croit donc la théorie du piège de Thucydide de Allison. Donc précisément au moment où la Chine semblait
inarrêtable, unstoppable, pour reprendre l'expression de Allison, et au moment où le grand leader avait décidé de jeter aux orties la stratégie du profil bas, entretenue par ses prédécesseurs depuis Deng Xiaoping, pour se lancer lui-même dans une hubris sans limite, la Chine donc s'est trouvée frappée par une peste des temps modernes, qu'elle s'est d'abord vantée d'avoir su juguler par la contrainte et l'enfermement de sa population, mais qui est en train de lui revenir tel un boomerang en pleine face, avec les conséquences qu'on sait et que l'on devine pour l'avenir. Mais le plus ironique dans tout ça, c'est que ce contraste entre l'hubris et son châtiment tel qu'il est décrit par Thucydide s'est trouvé souligné par nul autre qu'un intellectuel chinois qui, lui, en fait, l'applique aux États-Unis, hein, en opposition frontale, évidemment, avec le schéma de Allison. Alors, cet intellectuel très en vue, c'est ce monsieur qui s'appelle Kan Yang. Alors, ce monsieur a un parcours plutôt intéressant, mais tout en étant assez représentatif de sa génération. Il est né en 1952, donc c'est à peu près en fait ma génération et celle de mon mari défunt. Donc, il est né à Shenyang, donc dans le nord-est de la Chine, mais en fait il a grandi plutôt plus au sud, à Hangzhou. C'est quelqu'un qui, comme beaucoup de jeunes de sa génération, a été garde rouge pendant les premières années de la révolution culturelle, mais il a très vite perdu toutes ses illusions sur ce mouvement pro-maoïste et du coup a été envoyé se réformer auprès des paysans dans les montagnes de Mongolie intérieure en 1970. Alors, après la mort de Mao, donc après la mort de Mao en 1976, de la même façon que mon mari, je le rappelais précédemment, oui. Oui. Il a passé donc les examens pour entrer à l'université, comme beaucoup de sa génération, donc un petit peu sur le tard, et il a réussi à intégrer l'université du Heilongjiang, bon, qui n'est pas une des plus grandes universités du pays, mais enfin, toujours est-il qu'il en est sorti avec un diplôme en 1982. Et à partir de là, il a poursuivi des études en niveau master en philosophie à l'université de Pékin, où il a côtoyé donc quelqu'un qui est très proche de lui actuellement, un certain Liu Xiaofeng, dont nous aurons l'occasion de parler tout de suite après. Alors, c'est à Pékin qu'il a acquis un intérêt pour la philosophie dite continentale, en particulier pour la philosophie de Heidegger et des néo-kantiens. Et donc, il a obtenu son master donc en 1985. Et déjà dans les années 80, il a joué un rôle très important dans la diffusion de la philosophie occidentale en Chine. Alors, en 1989, à la suite du massacre de Tiananmen, il est parti aux États-Unis, où en fait il s'est inscrit en doctorat PhD à l'université de Chicago, mais en fait il a quitté Chicago 10 ans plus tard sans avoir obtenu son doctorat.
Donc il est revenu en Chine, ou plus exactement à Hong Kong, où il a quand même obtenu un poste de professeur de philosophie politique à l'université chinoise de Hong Kong, et de là, en fait, a repris pied sur le continent en devenant doyen du Collège des humanités de l'université Sun Yat-sen de Canton en 2009. Et c'est à partir de ce moment-là, donc, qu'avec son collègue et ami Liu Xiaofeng, ils ont lancé en fait de vastes programmes, des curricula, des programmes de cours au niveau universitaire qui mettent l'accent sur le chinois classique, mais aussi le latin et le grec. Ça, c'était vraiment quelque chose de très nouveau en Chine. Alors, vous voyez donc notre Kan Yang au milieu entre son ami Liu Xiaofeng à sa droite, donc à gauche de la photo, et à sa gauche, donc à droite de la photo, le poète Bei Dao. Alors c'est une photo qui date des années 1980. Vous les voyez tous les trois encore de jeunes hommes dans leur. Ils sont. Bei Dao est un peu plus âgé, mais Liu Xiaofeng et Kan Yang sont à peu près dans leur trentaine. Et là, c'est une photo où vous voyez, enfin, quelques années ont passé, qui a été prise plus récemment en 2015, où vous voyez donc Liu Xiaofeng au milieu en train de parler, comme il le fait très souvent en public, et à côté, donc, Kan Yang qui l'observe avec un œil à la fois admiratif et critique. Bon. Alors, donc, Liu Xiaofeng, vous voyez, c'est une espèce de force de la nature. Je dois dire que je l'ai rencontré moi-même avant même que cette photo soit prise, quand il était encore à Canton, à Guangzhou, et c'est vraiment enfin, quelqu'un qui un véritable bourreau de travail et d'une énergie absolument. On a l'impression d'être en face d'un taureau, quoi. Enfin, donc là, c'est vraiment ces gens-là qui animent véritablement en fait les débats intellectuels en Chine aujourd'hui. Et je voudrais quand même vous montrer à qui nous devons ces photos. Le traducteur américain Matthew Dean, qui a beaucoup contribué justement à diffuser les écrits de Kan Yang et de Liu Xiaofeng aux États-Unis. Alors, on va voir justement que cet intérêt tout à fait nouveau pour les classiques grecs et latins en Chine n'est pas tout à fait désintéressé. Alors, je fais référence maintenant à ce texte qui est en fait le texte d'une conférence que Kan Yang a donnée le 15 octobre 2021 à l'université normale de Chine de l'Est à Shanghai, qui s'intitule donc Xiuxidide yu Xiuxidide Xianjing, c'est-à-dire donc Thucydide et le piège de Thucydide. Donc là, je pense que ce sera intéressant de voir le point de vue chinois sur justement cette idée du piège de Thucydide. Alors, Kan Yang a fait le déplacement à partir de Pékin, puisqu'il dit que, en introduction, que le contenu de cette conférence qu'il donne donc à Shanghai est en fait le cours final de conclusion d'un cours général sur la civilisation de la Grèce ancienne qu'il donne à des étudiants de l'université Tsinghua de Pékin. Donc là, vous avez en fait quelque chose d'intéressant. Donc le centre qui se déplace un petit peu vers la périphérie, c'est-à-dire vous avez toujours cette rivalité
non plus entre Athènes et Sparte, mais entre Pékin et Shanghai, vous avez en fait donc les intellectuels de Pékin qui sont près du cœur du pouvoir et qui ont très souvent vocation justement à fournir du contenu à ce pouvoir central, alors que vous avez des intellectuels de Shanghai ou même de plus loin, de Canton, qui, eux, sont dans une meilleure position pour prendre une sorte de distance critique justement vis-à-vis de ce discours du pouvoir central. Alors, le texte que je vous ai reproduit sur la diapositive constitue un petit peu le credo de Gan Yang à propos justement de cette référence aux classiques grecs et latins. Alors il dit ceci, la tradition et les classiques sont tout à fait vivants en Occident et ne sont pas simplement des documents ou des objets étudiés par des spécialistes. Bien au contraire, la tradition et les classiques restent intimement liés à la pensée moderne et une telle tradition vivante renforce inévitablement le pouvoir de la culture et de l'érudition. En comparaison, notre tradition et nos classiques chinois, du moins jusqu'à maintenant, ne sont pas encore actifs, ne sont pas encore vivants dans nos cœurs et nos esprits, mais ils constituent beaucoup plus simplement des objets et du matériau d'étude pour un petit nombre d'experts. Or, je pense que c'est une condition préalable pour une compréhension réelle et totale de la renaissance de notre civilisation chinoise, que nos classiques soient ranimés totalement et qu'ils soient réintroduits dans nos réflexions, parce que sinon, notre mode de pensée risque de rester tout à fait superficiel. Alors, Gan Yang, je vous ai souligné en rouge justement cette expression Zhonghua Wenming, c'est-à-dire donc notre civilisation chinoise. Alors, Gan Yang en vient ensuite à l'histoire justement de la guerre du Péloponnèse, dont il a introduit lui-même l'étude dans le cursus universitaire de son université à Pékin, à Tsinghua. Alors, il dit que le déclin d'Athènes est manifeste dans chaque volume de cette histoire, et il souligne justement ce contraste, comme nous l'avons fait, entre l'horizon funèbre de Périclès et ce qui suit immédiatement, c'est-à-dire donc le déclenchement de la peste à Athènes. Alors, il y a ce contraste entre, donc là je cite disons en résumé ce que dit Gan Yang. Donc, dans son oraison funèbre, Périclès venait tout juste justement de vanter la grandeur d'Athènes, pour prouver que les soldats, enfin les guerriers qui étaient morts pour la patrie, l'avaient fait pour justement la grandeur d'Athènes, et que à travers leur mort, ils illustraient justement les vertus des Athéniens. Et à ce sujet, donc, Gan Yang note que quand les Occidentaux citent Périclès, il semble établir une équivalence entre la grandeur d'Athènes et la grandeur de l'Occident. Et pourtant, la peste qui a éclaté donc l'année suivante
a détruit complètement justement tout ce que Périclès avait décrit dans son oraison, c'est-à-dire toutes les traces de la grande civilisation athénienne. Et ici, Kan Yang rend hommage justement au style de Thucydide qu'il compare justement à certains écrits chinois qui s'expriment, comme il dit, dans une prose très subtile, c'est-à-dire où l'ironie en fait et la vérité des faits transparaît entre les lignes, sans qu'on ait besoin justement de les expliciter. Et là, il a la réflexion de quelqu'un qui vient d'une culture chinoise, parce que il s'attarde justement sur ce rite des funérailles. Donc il dit que ce rite des funérailles est censé donc justement éclairer comment dire, justement la civilisation humaine, hein, et montrer comment justement les êtres humains à qui on rend hommage à travers justement ces funérailles diffèrent des animaux qui eux sont les objets du sacrifice, hein, et comment à travers ce rite, on manifeste justement un respect aux êtres humains défunts, même après leur mort. Alors, il y a ce contraste justement entre le caractère extrêmement élaboré de ces cérémonies de funérailles pour les guerriers tombés au champ d'honneur, hein, avec justement les scènes qui suivent immédiatement, c'est-à-dire les scènes de la peste où les funérailles non seulement ne peuvent plus avoir lieu, mais donnent lieu justement à des scènes de sauvagerie totale où les gens en fait disposent des corps n'importe comment, hein, quitte justement à, si j'ose dire, squatter comment dire, les bûchers funéraires des autres. Et ça montre comment, en fait, en un clin d'œil, les signes manifestes d'une très grande civilisation peuvent dégénérer dans une brutalité et une sauvagerie totale. Alors, naturellement, en disant cela, Kan Yang pense aux États-Unis. C'est pour lui, dans son esprit, un avertissement à l'hubris américaine, mais évidemment, en parlant en 2021, il ne se doute pas que la situation peut se retourner comme un gant sur la Chine actuellement. Alors, ensuite, Kan Yang, on arrive à comparer les différences entre les deux appropriations les plus récentes par l'Occident de Thucydide à partir de deux perspectives. Alors la première, c'est la perspective héritée de la guerre froide, où les États-Unis se percevaient eux-mêmes comme Athènes, et en face, donc, Sparte serait donc l'Union soviétique. Ce qui signifiait que les États-Unis devaient apprendre justement les leçons de l'Athènes antique et procéder avec beaucoup de précautions. Dans la description de Thucydide, la caractéristique la plus notable des Athéniens, c'était leur audace. C'est-à-dire, c'est des gens qui avaient l'audace d'innover, qui avaient l'audace de prendre des risques et qui avaient l'audace justement de faire des percées, aussi bien scientifiques que technologiques. Mais le problème, dit Kan Yang, était que les Athéniens ne savaient pas où était la modération et que tout était fait dans l'excès. Alors que la caractéristique, selon Kan Yang, des Spartiates, des Lacédémoniens, c'était la prudence. C'était des gens extrêmement
réticents à la décision, à l'action, et qui, justement, en fait, prenaient des décisions après mûre réflexion. Et pendant la guerre froide, les États-Unis auraient dû apprendre justement cette leçon de restriction, de l'hubris, pour éviter de répéter les erreurs d'Athènes. Et en conclusion, Carl Jung nous dit, et c'est ça qui nous intéresse ici, il nous dit ceci, donc je traduis, donc le livre de Allison, donc sur le piège de Thucydide, se conclut finalement sur la même note que le Clash of Civilizations, c'est même cité en anglais dans le texte, sur la même note que le choc des civilisations de Huntington. Et Carl Jung nous dit ceci: j'ai toujours pensé que le choc des civilisations est le seul ouvrage occidental à avoir prophétisé avec exactitude le XXIe siècle. Si vous prenez Rawls et Habermas, ce sont deux penseurs qui sont restés coincés dans leur XXe siècle, en imaginant que l'humanité tout entière allait suivre le même chemin que l'Occident, et sans jamais consacrer une seule pensée à la Chine. Et ici, Carl Jung rend hommage à Huntington pour avoir justement été le seul, selon lui, à inclure justement la Chine dans son schéma. Et il dit que Huntington a vu ce que Rawls et Habermas n'ont pas vu. Alors aujourd'hui, je pense que personne n'a plus aucun doute sur ce que nous appelons l'ère de la globalisation, c'est-à-dire la période de 30 ans qui a suivi la fin de la guerre froide et qui s'est déroulée tout à fait conformément à la vision de Huntington. Alors ici, il cite en fait une phrase très préférée des lettrés chinois de la fin de la dynastie Qing, de la dynastie Manchu, la dernière donc du régime impérial chinois. Nous sommes à la fin du XIXe siècle, donc, où ces lettrés chinois faisaient référence à de grands changements qui ne s'étaient pas produits depuis 3000 ans. Et Carl Jung transpose justement cette phrase sur l'Occident récent, où certaines personnes parlent de grands changements qui ne se sont pas produits depuis 500 ans. C'est-à-dire en pensant justement aux 500 ans de l'ère moderne qui s'est déroulée depuis la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492, et où le monde a été régi par l'Europe de l'Ouest et ensuite par les États-Unis. Alors, Carl Jung poursuit en disant que le fait que ce schéma, cette structure soit soudainement défiée par une civilisation non occidentale, ou non caucasienne, comme dirait Madame Karen Skinner, ça peut être un petit peu difficile à accepter pour certains en Occident, dans la mesure où ils estiment leur dignité, leur honneur comme puissance régnante, comme étant justement attaqués ou offensés. Sinon, ça devient très difficile pour nous, Chinois, de comprendre que des tout petits pays, individuellement, avec qui nous n'avons même pas de conflit d'intérêts, se soit permis récemment de se comporter de façon très agressive
vis-à-vis de nous. Bon, alors là, je ne sais pas s'il fait allusion à des petits pays comme la République tchèque ou la Lituanie, mais enfin, bon, voilà. C'est ainsi qu'il explique justement cette agressivité nouvelle. Ceci étant, il est impossible, et là intervient la phrase importante, il est impossible pour la Chine de renoncer à l'objectif d'une renaissance civilisationnelle totale, qui a été là j'ai souligné l'expression en rouge ici, donc qui a été le rêve de générations de Chinois. Et là, je pense que Kang Yang n'utilise pas le mot rêve par hasard. Je pense qu'il pense tout à fait au rêve de Xi Jinping. Donc, le rêve de générations de Chinois depuis la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire depuis la première guerre entre la Chine et le Japon, qui s'est soldée donc par une défaite de la Chine face au Japon. Et il est impossible donc pour nous Chinois de ne pas vouloir, enfin de refuser justement d'être une puissance de second rang. Alors Huntington, selon Kang Yang, a été mal compris quand il a proposé son idée du choc des civilisations. Et j'aimerais, moi, Kang Yang, affirmer une fois de plus qu'il n'a jamais, en fait, promu l'idée d'un tel choc, mais qu'il a simplement expliqué que les conflits du XXe siècle n'allaient pas se focaliser sur des notions de classe ou de genre, mais au contraire sur la notion de civilisation. Et je pense, moi, Kang Yang, que ce n'est pas la crainte ni la recherche du profit, mais plutôt le sens de l'honneur qui sont à la base de ce choc des civilisations que nous voyons maintenant. Alors, vous voyez que nous avons ici en fait un discours qui est un petit peu, comment dire, à deux faces, c'est-à-dire qu'à la fois nous avons un intellectuel chinois qui est le premier justement avec quelques autres à avoir introduit l'idée que pour comprendre la civilisation occidentale, il faut connaître ses fondements, c'est-à-dire donc les sources grecques et latines. Ça, c'est quelque chose de très nouveau. Et en même temps, c'est quelqu'un qui tient un discours qui reprend des thématiques du grand leader et qui sonne de façon très nationaliste. C'est là-dessus que nous allons poursuivre la prochaine fois, si j'arrive à vous parler et si le Bouddha nous prête vie. Merci.